Très bonne transition vers les trois autres intervenants, puisque voulez vous demander de nous proposer des solutions, finalement, c'est-à-dire des pistes d'évolution de l'empathie, sa promotion. Donc, je vais commencer, si tu veux, par Julien, si tu peux prendre la parole, par exemple. À mon échelle, il me semble que c'est, essentiel de pouvoir l'intégrer, d'une manière qui soit réfléchie effectivement, comme le disait Jean-Noël, méthodologiquement, dans la formation des professionnels de santé, dans la formation des personnes qui vont être amenées à intervenir dans le cadre du système de soins en général. Ensuite, la manière dont ça doit être fait, là, à mon avis, c'est vraiment essentiel de se poser cette question-là. Si je peux Mmh. me permettre, ce qui est intéressant dans l'intervention précédente, c'est de dire qu'il n'y a pas de pensée magique, un terme qu'on utilise souvent, il n'y a pas un mode d'emploi et que finalement, c'est pas apprenez à être plus empathique, c'est pas une injonction parce que c'est un processus et que malheureusement, c'est la complexité qu'il faut savoir accepter puisque c'est plurifactoriel et qu'il n'y a pas un mode d'emploi. Il y avait même dans Lama, dans celle que tu citais, dans Juliette Ferry-Danini de mémoire, elle citait des sites médicaux ou avec des phrases toutes faites pour montrer aux patients qu'on avait plus d'empathie apparemment. Ça existe apparemment des sortes de modes d'emploi, de phrases types pour mimer l'empathie. Juste l'idée qui me Vas-y. vient avant de passer la parole, c'est j'étais très sensible à ce que disait Eric, de la question de l'empathie qui est aussi importante de considérer que dans la enfin, qu'on est 2 en fait, dans cette question de l'empathie et qu'il faut être capable en tant qu'intervenant de faire preuve d'empathie envers soi-même et j'aime toujours, me rappeler cette phrase, qui à moi me sert beaucoup dans ma pratique, «Il ne faut pas s'immoler pour tenir chaud aux autres». Et avant tout, il faut savoir prendre soin de soi et ensuite on va pouvoir, porter cette capacité empathique vers le soin des autres. Voilà, c'est, Tout à fait. une phrase que j'aime à me rappeler. Tout à fait. Je la fais mienne au quotidien en tant que soignant. Lama, d'abord. Des pistes cliniques ou les pistes même au-delà de la santé, on pourrait même dire, sur sa promotion, ses limites et surtout l'application en fait, de l'empathie. Qu'est-ce qu'on pourrait voir au niveau personnel et puis aussi, j'ai envie de dire, au niveau institutionnel. Comme là, on voyait ce que disait Eric précédemment, il faudrait que certains décideurs puissent s'emparer de la question et anticiper peut-être sur l'application et sur, je vais y mettre un tout petit peu de personnalité, la gestion, à mon sens, de la crise de la Covid. En fait, on est dans l'urgence, dans le futur incertain, on est beaucoup plus dans le temps présent que c'est anxiogène. Donc peut-être que ça nuit aussi à l'empathie parce que on est pris un peu dans l'urgence. On est beaucoup dans la réaction. Chaque fois qu'il y a un nouveau problème, on réagit. Mais ça, D'être c'est proactif. idéologiquement, notre médecine, elle est très... Elle est comme ça, quoi. Il y a d'autres civilisations où on a des façons de voir les choses qui sont plus préventives et plus anticipatrices, effectivement. Donc Julien disait qu'on on est deux, et bien sûr, il faut tenir compte des deux personnes qui sont dans la relation, mais à vrai dire, bien sûr, en fait, on est beaucoup plus que deux. Il y a toute une équipe, il y a tout un vécu. Je pense que c'est aussi ça, alors la difficulté qui fait que, par exemple, dans les travaux d'Éric, tu disais, c'est compliqué, c'est aussi compliqué parce que là, on est en train d'essayer de quantifier des choses qui ne le sont pas. On voit ça très bien pour la question du temps, c'est que là, on essaie de quantifier. Alors voilà, combien de temps il faut, combien de cycles, voilà. Mais on est face à des processus qui sont pas linéaires, qui sont pas discontinus. Ça me fait beaucoup penser à la distinction de Bergson, Temps subjectif et voilà, objectif, temps, enfin. durée, voilà, où en fait on est tous un peu comme des boules de neige et il y a les moments qui se surajoutent les uns avec les autres. C'est-à-dire qu'un patient, quand vous le voyez à l'instant T, en fait, il a tout ce qui s'est passé avant qui épaissit en fait tout ce moment qu'on passe ensemble. Alors après, moi, j'ai des pistes qui me viennent, qui sont plutôt systémiques. Il faut politiser la chose. Hein, la responsabilité individuelle, elle est limitée. Alors déjà, on peut, je pense qu'en faisant ce saut un peu j'ai parlé de co-construction. Alors ça ne veut pas dire qu'on est dans un consensus, qu'on est dans le monde des bisounours. Ça veut dire que simplement quand on est soignant et soigné, en fait, on peut tout à fait avoir des désaccords sur l'attitude à tenir face à une maladie.
sur une politique de prévention, etc. On a tous des raisons d'avoir un point de vue, mais en fait de se rendre compte que en fait il n'y a pas de dichotomie, il n'y a pas de différence de nature entre les soignants et les soignés, et qu'on est tous engagés pareil dans la relation, et qu'on a tous quelque part franchement j'ai envie de dire presque un devoir de porter nos préoccupations à un niveau plus politique pour être efficace. Je trouve qu'en termes de partage de responsabilités, de pas mettre la charge de tout sur les épaules des soignants, c'est important. Puis ça va avoir l'effet aussi pour les usagers d'augmenter leur puissance d'agir. Eric a parlé aussi de ce problème d'impuissance qu'on a. Je pense que de répartir mieux en fait les responsabilités, c'est une piste. Et puis au niveau de l'éducation aussi, on en discutait là en commentaire dans le chat. Il y a des pays, je sais pas, je pense au Danemark, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais il y a un cours obligatoire sur l'empathie dès l'école. Il y a 1 heure par semaine. Et d'une manière générale, nous, au niveau idéologie, à la maternelle, les enfants, ils apprennent à être notés, ils apprennent la compétition. Donc, dans un monde idéal, moi, j'aimerais mieux qu'on apprenne la collaboration des tout petits, parce qu'effectivement, ça, c'est des choses qui s'éduquent. L'empathie, la politesse, l'attention aux autres, c'est quand même des choses qui s'éduquent, quoi. Et puis, ce qu'on fait là, je pense que c'est important aussi. On a parlé de supervision, de culture réflexive. C'est quand même le premier stade de mettre les mots sur les choses. C'est aussi une responsabilité qu'on a en tant que professionnel de santé, mais de citoyens en général, dans une démocratie de santé, de se réunir en collectif, de mettre les mots sur des choses et puis de porter ça au niveau supérieur politique. Voilà, c'est un peu les pistes que j'ai pour l'instant. Merci. Jean-Noël, à ton tour. Déjà, moi, je trouve incroyable qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à l'empathie. C'est qu'il y a un vrai besoin parce que c'est difficile à suivre un webinaire. Il faut de l'attention, il faut être concentré, il faut être là. Et bravo de nous avoir suivis jusqu'au bout. Complètement d'accord. Je pense que dès la maternelle, il y a beaucoup à jouer. Je fais le parallèle avec le brossage des dents des enfants. Un enfant à 3 ans, il peut être autonome pour toute sa vie sur le brossage dentaire. C'est-à-dire, s'il va au lit sans s'être brossé les dents, il a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas et c'est gagné pour toute sa vie, grosso modo. Je pense que pour la compétence situationnelle, c'est pareil, peut-être pas à 3 ans, mais l'éducation nationale a un énorme effort à faire pour apprendre autre chose que les matières classiques. On peut évoluer, ça peut évoluer les programmes. On peut mettre de l'humain, on peut mettre de l'art, on peut mettre, l'art il y en a déjà, il y a les arts plastiques, etc. Mais l'apprentissage de la neuroscience, des biais cognitifs, tout ça, pourquoi ne pas un peu le mettre à jour dans les programmes d'éducation nationale? Car au fond, c'est ceux qui décideront demain des professionnels de santé. Et à mon avis, le paquet, il faut le mettre aux jeunes enfants dans l'éducation. Après, pour aujourd'hui, il y a d'autres choses à faire. Notamment, on a peu parlé de recherche, mais la recherche qualitative, écouter les patients et retranscrire ce qu'ils disent dans des articles scientifiques qui font figure de connaissances scientifiques pour, par exemple, ne pas être surpris, comme je l'ai vu sur Twitter l'autre jour, que des dentistes soient surpris que des patients ne se brossent pas les dents parce qu'ils ont des caries noires dessous et que la plaque, ça rend les dents blanches. Ça ébouriffe les cheveux des dentistes, mais c'est une connaissance qui est bien connue en recherche qualitative. Et quand on connaît ce phénomène, on ne juge pas le patient qui ne se brosse pas les dents. On sait que ça existe. Et on va lui expliquer ou lui comprendre, on va s'intéresser fortement à lui. Donc la recherche qualitative est un levier important parce que c'est la recherche qui fait évoluer les pratiques. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a trop de recherche quantitative, beaucoup de recherches qui n'apportent pas grand-chose, alors que la recherche qualitative peut apporter beaucoup aux soignants de demain. Et une petite anecdote que j'aimerais donner rapidement, c'est aussi dans la culture du soignant, je trouve qu'il est encore assez prégnant chez le soignant de vouloir être récompensé par une forme d'adulation du patient. C'est-à-dire que ce que je constate, c'est qu'un praticien empathique, ou centré sur la personne, ou biopsychosocial, on l'appelle comme on veut, bref, un praticien compétent selon moi, parce que ça fait partie du package, il n'est pas vraiment porté comme un dieu, comme un sauveur.
C'est assez vu comme un médecin normal par les patients, en fait. Il n'y a pas cette emprise du médecin sauveur quand on est dans une approche, je trouve, authentique et centrée sur la personne. Donc ça, il va falloir le faire perdre, je trouve, aux soignants, cette volonté de vouloir être adulé. J'ai peut-être pas le bon mot là, il faudrait réfléchir sur le mot, mais de vouloir être comme le Reconnu sauveur peut-être. du patient. Parce qu'en fait, quand il guérit, le patient, il trouve normal que le médecin se soit occupé de lui, point barre. Donc c'est les mots que l'on emploie en tant que soignant, et puis la façon dont le soignant est rémunéré aussi, dans les parcours de soins intégrés, tout ça. Beaucoup de choses à penser au niveau sociétal pour, encore une fois, faire émerger l'empathie parce que les conditions s'y seront prêtées. Merci beaucoup. Et Nicolas, si tu as envie de prendre la parole, par exemple. J'ai pas grand-chose à rajouter. Je pense que Très dense. bon, ce dont tu as parlé, Jean-Noël, sur notamment l'importance au plus tôt d'apprendre aux enfants comment fonctionne leur cerveau, comment ils l'utilisent pour eux-mêmes et avec les autres, ça me semble déjà un prérequis intéressant. Vous n'avez pas parlé du biais de familiarité, mais de manière un peu implicite, c'est-à-dire que par rapport au vaccin, en fait, on sait qu'on est plus empathique naturellement avec quelqu'un avec qui on est familier. Donc la familiarité, ça peut être aussi bien par rapport à la couleur de peau, ça peut être par rapport à notre culture, par rapport à des croyances, par rapport à des opinions et par rapport à la vaccination aussi, pourquoi pas. Et donc, par exemple, apprendre au plus tôt aux enfants que ça existe et que ça peut être un frein à la compréhension de l'autre et juste à son acceptation, en fait. Parce que finalement, comprendre l'autre, bon, c'est bien, mais l'accepter, c'est probablement mieux. Donc voilà, ça c'est une première chose. Cela dit, ça me semblait important aussi de faire attention à ne pas tout miser sur l'individu. Je crois que c'est Lama qui en a parlé notamment. On a tendance à beaucoup miser sur l'individu. Et tu vois, Jean-Noël, par exemple, on veut évaluer l'empathie pour les étudiants en première année. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait un entretien individuel. Bon, c'est probablement, de manière logistique et tout ça, c'est peut-être la chose la plus simple à faire. Cela dit, il y a peut-être un paradoxe là-dessus, sur le fait que, encore une fois, on reste vraiment très centré sur l'individu, alors que finalement, l'empathie ou la compassion, peu importe, a de sens essentiellement quand on l'a fait, quand on l'utilise. Qu'est-ce que ça fait à l'autre et comment on s'adapte en fonction de ça? Parce que des fois, on peut avoir l'impression d'avoir été empathique avec la personne et l'autre peut avoir ressenti le paternalisme dont a parlé Lama ou ce dont a parlé Julien tout à l'heure. Et donc, ce qui me semble important, c'est vraiment de garder cette idée que, attention aussi à ne pas croire que tout va se jouer au niveau de l'individu et du coup, pour moi, pour synthétiser, ces notions-là devraient être portées à l'ensemble des niveaux d'organisation. Et par exemple, je pense, si on devait parler d'une action, eh bien, pourquoi pas au niveau syndical. On entend souvent parler au niveau syndical des demandes de rémunération plus élevées, plus importantes, voilà. Et finalement, toutes ces notions relationnelles sont beaucoup moins portées culturellement, je pense, hein. C'est pas parce que c'est pas intéressant, mais parce que culturellement, c'est plutôt un combat et donc on va au combat. Et puis, on est un peu porté par aussi ce besoin de tout centrer sur le quantitatif et donc demander une rémunération plus élevée de tel acte, de la consultation, de passer la consultation à 27 €, etc., etc. Mais finalement, passer une consultation à temps, ok, c'est bien, mais ça ne nous dit rien sur le temps qu'on veut passer qu'on va passer avec le patient, la qualité de comment est-ce qu'on va être reconnu, qu'est-ce que les patients attendent de nous, parce que comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas d'empathie envers le soignant lui-même, parce qu'il nous prend avec 5 minutes de retard, et là c'est la catastrophe, ou parce qu'on n'a pas parlé à son enfant exactement comme il voulait, etc. S'il n'y a pas ça derrière, je pense que c'est quelque chose qui sera assez vain, même si la personne a appris ça dans son enfance, si elle expérimente tout autre chose par ailleurs, c'est un peu dommage. Si bien qu'à mon avis, au niveau politique, oui, ça doit être porté. Cela dit, qu'est-ce qui fait que c'est porté au niveau politique? C'est qu'il y ait des rétroactions sur ce niveau politique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça rétroagisse
à ce niveau-là et pour que le concept soit vraiment intégré à l'intérieur même du système de santé et pas juste un petit bonus. Donc voilà, il me semble que si chacun porte à son niveau ce truc-là et rétroagit et n'essaye pas juste d'imaginer que ça se jouera qu'au niveau individuel, ce sera déjà une belle étape. Voilà. Moi, pour rebondir sur, je pense que malheureusement, tout est dans le qualitatif et le quantitatif. En fait, on a besoin de rémunérer. On va dire, j'ai fait tel acte, je suis rémunéré tant. On est toujours dans l'acte technique, dans la reconnaissance technique. Et après, deuxième remarque, le problème, c'est le rôle de l'éducation, en fait. On dit toujours, est-ce qu'on instruit, est-ce qu'on éduque, est-ce que c'est à la société d'induire plus d'empathie, est-ce que c'est au rôle des parents et c'est toujours le même débat, je pense. On aimerait faciliter l'empathie, mais comme le disait Jean-Noël, là, il évoque son expérience dans le parcours de formation professionnelle, en fait. Alors que là, si on devait évoquer la formation des jeunes enfants, ce serait l'instruction tout court, l'éducation tout court, alors qu'on vient en général que c'est plus le rôle des parents, avec toute l'imperfection que ça comporte. On pourrait dire que c'est probablement un biais très fort, que ce biais du quantitatif. En fait, quand quelqu'un donne un pourcentage ou peu importe, donne un chiffre, il semblerait que ça crée ça a une influence beaucoup plus forte sur nos cerveaux, en fait. Et donc, je crois qu'il faut se méfier aussi de ça. Et il me semble que la manière dont sont évalués les soignants, par exemple par la gouvernance, par les cadres au sein des hôpitaux ou peu importe, ampute une bonne partie de cette empathie de manière totalement mécanique. À partir du moment où il y a un petit peu trop de chiffres, ça enlève tout le qualitatif qui permet de faire germer après l'empathie. Est-ce qu'on a des questions, chat, questions de nos auditeurs, spectateurs, Marie-Hélène? L'irruption du facteur temps, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que dans notre gouvernance, on insiste beaucoup toujours sur les équipes de soignants pour gagner en efficience. Et quand on cherche à gagner en efficience, eh bien en fait, ce qu'on cherche, c'est essentiellement diminuer le temps de soignant, le temps d'intervention du soignant. Et ça, bien entendu, ça nuit à l'installation de l'empathie dans la relation, puisque le soignant se sent tout de suite pressé de devoir respecter son timing. Et puis surtout, le soignant n'a pas l'autonomie de décider à quel moment il va donner un peu plus de temps pour tel patient ou un peu plus de temps pour tel autre, parce que chaque patient n'a pas forcément le même besoin au même moment. Donc, il y a une espèce de standardisation qui intervient et qui limite notre capacité à se mettre en empathie. Et puis, le fait que justement on vive dans cette limitation pour le soignant, ça fait que petit à petit, on s'accoutume à oublier notre capacité empathique dans le soin au prétexte de devoir être efficient. Et voilà, ça c'est compliqué. Et puis ensuite, j'ai bien aimé aussi l'idée de passer on n'est plus dans un état, mais on est dans un processus. Donc le facteur temps intervient encore là. Et dans le modèle biopsychosocial dont parlait Jean-Noël, on sait que maintenant le temps intervient dans notre façon d'appréhender notre patient. Eh bien, on doit intégrer justement le devenir du patient. Dans la médecine moderne, on a aussi la médecine prédictive qui arrive, qui nous apporte aussi le facteur temps. Bref, dans nos relations patients, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Et je retiens aussi la question de l'empathie et de la façon dont on pourrait l'enseigner ou au moins éveiller la capacité empathique chez les personnes de façon très précoce, hein, depuis la maternelle, vous nous avez dit. Et je me dis qu'au fond, la question, et elle est revenue plusieurs fois, la question c'est au service de quelle finalité on travaille, au service de quelle finalité on soigne, au service de quelle finalité on veut la mettre, cette empathie. Et puis si je viens à condenser un peu tout ce qu'on s'est dit, je me pose la question, est-ce que la question, ça ne serait pas de se dire, mais dans quelle société est-ce qu'on a envie de vivre? Qu'est-ce que l'humain, en fait, oui. Et est-ce que c'est la question, c'est la place de l'empathie dans le système de santé ou c'est la place de l'empathie dans notre société? On a des pistes de réflexion là-dessus, autour de tout ça. J'ai envie de poser une petite question.
finalement, est-ce que quand vous dites les uns les autres, il faut que le soignant soit en bonne santé, est-ce qu'il ne faut pas que la société et les patients aient aussi de l'empathie pour le soignant? Je pense qu'on a peur d'accepter sa vulnérabilité, mais si on veut avoir de l'empathie, comme vous disiez, il faut laisser du temps, il faut prendre soin de la personne qui doit en avoir, c'est dans les deux sens en fait. Ouais, moi j'ai bien envie de parler de petites choses. En fait, soigner les soignants, c'est vraiment, c'est vraiment fondamental, hein. De toute façon, on le sait déjà depuis un certain temps, la médecine du travail, c'est quand même quelque chose qui existe et qui est important. La médecine du travail, c'est aussi prendre en charge les pathologies qui sont directement liées au travail et mettre en place aussi une forme de bien-être ou de bon travail, de bien travail dans la structure professionnelle. Et c'est clair que créer les conditions pour que les soignants soient en forme, et donc tout ce qu'on a dit, ça va jusqu'à la façon dont il est rémunéré, ça va jusqu'à la façon dont il pense, la finalité du soin. On va pas, par rapport à la question qui est posée, on ne va pas demander, je pense, à l'échelle individuelle aux patients d'être empathiques vis-à-vis du soignant, parce que c'est pas dans ce sens-là que ça marche. Le patient, il vient avec sa vie, avec ses problèmes. Par contre, au niveau collectif, que collectivement, tout soit fait pour que les soignants soient en bonne forme physique et mentale, c'est important. À l'hôpital, qu'il n'y ait pas des internes qui travaillent 50 heures par semaine, en pratique privée, en libéral, qu'on n'ait pas cette culture du technologique qui nous fait acheter du matériel encore et toujours plus évolué, et puis on fonce pour faire toujours plus mumuse avec de la technologie, et on est enfermé dans cette optique-là, et on crée des médecins qui sont plus, des dentistes qui sont plus en forme ou en capacité de s'intéresser à l'art, aux sciences, etc. Oui, c'est un problème. Je peux me permettre justement une réflexion qui me semble importante. J'avais eu avec Nicolas le problème quand on voit le catalogue en dentaire, le catalogue des formations, c'est peut-être 90% de technique en fait. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un axe de ce côté-là, à développer des compétences empathiques ou humaines? Oui. Dans l'approche biopsychosociale, c'est un des points qu'on développe. On dit qu'il faudrait, parce qu'on rêve, hein, on est un peu des idéalistes, il faudrait que dans chaque formation soient évoqués les 3 volets de la santé, le biologique, le psychologique et le social. Donc, à des congrès de biomatériaux, qu'il y ait aussi des sociologues, aussi des psychologues, pour voir comment on peut intégrer ces biomatériaux dans le cadre... La sociologie du méthacrylate de méthyle, oui, pourquoi pas. Très bien. D'ailleurs, ce serait une erreur de penser que c'est spécifique au monde de la chirurgie dentaire. Nous, c'est parce que c'est notre expérience que j'en parle comme ça. Les formations en santé sont essentiellement techniques. Vous trouvez chez les infirmiers beaucoup plus de formations pour comment faire toujours mieux, comment gérer toujours mieux des escarres, comment faire toujours mieux des pansements, etc., etc. Beaucoup moins. Quoique chez les infirmiers, c'est probablement l'un des endroits où c'est le plus développé. Mais même chez eux, ça reste quand même toujours le soin, à cause justement des décisions politiques qui font qu'ils sont rémunérés essentiellement sur leurs compétences techniques ou pharmacologiques, et pas leurs compétences relationnelles ou humaines. Et si donc ça, c'est à mon avis l'un des points fondamentaux à travailler, et probablement une sorte de prise de conscience. Et je pense que c'est vraiment un sujet qui doit être porté par l'ensemble des secteurs, et qui n'est plus une histoire de discipline, plus une histoire de secteur, parce que on ne pourra pas tendre vers un système de santé pérenne, stable, s'il n'y a pas de l'empathie à l'intérieur du système globalement. C'est totalement vain d'imaginer ça comme quelque chose qui devrait appartenir à une discipline en particulier, un type de population. Ça n'a pas de sens. Et donc, on en revient au final sur, je pense, notamment ce dont parlait Jean-Noël, sur essayer d'équilibrer notre notion, notre rapport à la connaissance quantitative et qualitative,
on met beaucoup d'énergie dans la connaissance quantitative. On peut trouver des chiffres de partout. Sur le Covid, vous trouvez absolument tous les chiffres dans tous les sens, mais c'est beaucoup plus compliqué de savoir ce que ça fait aux gens, ce qu'ils en font et qu'est-ce que ça fait à la société, etc. etc. Au bout d'un moment, les chiffres ont leurs limites et il va falloir qu'on fasse attention à ça. J'aurais peut-être une petite réflexion, Nicolas, aussi et à vous, aux intervenants. Peut-être que si l'empathie nous permettrait d'avoir une meilleure observance et une meilleure coopération du patient aussi. Ouais, tout à fait, ouais. Tout à Alors fait. que là, souvent, à être Ça, dans c'est un le modèle modèle. linéaire, on leur dit appliquer le traitement. S'ils ne l'ont pas compris, ils ne l'appliquent pas. Ouais, on parlait tout à l'heure d'écoute active et puis de Oui. communication efficiente dans les soins. L'entretien motivationnel, c'est typiquement dans le cadre de l'observance thérapeutique. Ouais. Et puis, on n'appelle même plus ça de l'observance à ce stade-là. Il n'a plus à observer. La Si c'est coopération, en oui. lui, il le fait. Voilà. C'est vrai que là, Jean-Noël, il est parti dans la décision partagée. Ouais. Il n'a pas à observer quelque chose qu'il a décidé. C'est ça. Ouais. Moi, je dis souvent aux patients qu'on est des exécutants, des diagnosticiens, mais en fait, c'est souvent le patient qui prend la décision. En fait. Enfin, en tout cas, en dentaire, c'est évident. S'il n'a pas envie qu'on intervienne sur son corps, vous savez même qu'en termes légaux, on dispose du patient avec son consentement. On va peut-être conclure, si vous voulez peut-être dire chacun un mot, et puis qu'on conclue. Et puis, je pense que c'était très riche. Merci en tout cas à vous quatre, si vous avez envie de dire un mot de fin. Je vous remercie à nouveau pour l'invitation. J'ai pris énormément de plaisir à écouter parler chaque intervenant ce soir. La dernière chose qui me venait avant de laisser définitivement la parole, c'était la question de techniquement, comment est-ce que c'est passionnant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir délivrer une information qui prenne comme une greffe auprès de l'autre, parce que j'ai entendu cette question-là beaucoup. Et ça, selon moi, c'est lié à la capacité empathique, évidemment, du soignant, que d'arriver à comprendre que pour qu'une information elle soit significative pour l'autre, il est essentiel qu'elle comporte suffisamment d'éléments narratifs en commun, que ça va agir comme une greffe. Et si on n'a pas cette disposition mentale de se dire comment l'autre pense, comment il réfléchit, dans quoi il vit, quel est son contexte social, quel est son contexte familial, etc., on ne peut pas faire une greffe narrative qui prenne. Et le corps psychique sur lequel on va essayer de la greffer va la rejeter. Et donc, du coup, ça, c'est une question essentielle qu'on doit se poser. Comment faire pour que l'information soit significative? Il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments narratifs en commun pour que la greffe prenne. C'était la réflexion d'ouverture que je voulais proposer sur la fin. Merci. Lama? Moi aussi, je suis très heureuse d'avoir pu participer et je remercie vraiment du plus profond de mon petit cœur les personnes qui ont organisé tout ça et qui ont participé d'une façon aussi riche. Pour dire un petit mot de conclusion, peut-être que je reviendrai sur ce qu'a dit Jean-Noël et ce qu'ont dit d'autres personnes, c'est un peu de sortir un peu de ces rapports de pouvoir en fait. Alors Jean-Noël a parlé d'adulation, d'admiration, etc. Mais d'une manière générale, dans nos sociétés, je pense qu'on est très porté idéologiquement sur des rapports de domination. Je pense vraiment qu'il faut arriver à sortir de ça, mettre un petit peu d'humilité. Du côté des patients aussi, de mettre un petit peu d'humilité dans notre rapport à la science, au quantitatif. On entend beaucoup dire, mais la médecine a tellement progressé, ça va nous guérir de tout. Non, tout ça est très limité. Et ça me mène à conclure sur la question de la prévention, y compris pour soi-même en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen. Ne comptez pas trop sur la science, ne comptez pas trop sur le quantitatif, ça a ses limites. Essayez d'avoir une vision peut-être plus en amont des choses. Voilà, et prenez soin de vous. Merci. Belle conclusion. Jean-Noël? Un grand merci. J'ai beaucoup appris de Julien, de Lama, d'Éric, et puis des discussions qui ont suivi. C'est vraiment très intéressant, toutes ces piqûres de rappel qu'il faut avoir régulièrement sur la dimension humaine de notre activité professionnelle et de nos vies en tant qu'être humain. Si je dois donner un mot de conclusion, je dirais curiosité. Aiguisons notre curiosité. Et une soirée comme ça, moi, demain, ça va me faire rendre encore plus curieux vis-à-vis de
mes patients, parce que je sais que la curiosité, c'est une excellente qualité du soignant, la curiosité bien placée pour connaître nos patients. Et demain en clinique, une soirée comme ça me rebooste pour avoir l'énergie de chercher la curiosité vis-à-vis des patients de demain. Merci. Super, merci à toi. Eric? Ouais, je voudrais remercier tout le monde, hein, déjà pour l'organisation de la soirée, tous ceux qui sont encore parmi nous. Et puis Julien, Jean-Noël et Lama qui ont fait des présentations vraiment super sympas. Pour finir, je voudrais faire deux liens. La dernière fois que j'ai présenté la question du temps et de l'empathie, comme j'ai évoqué le temps économique, on m'a posé la question, le temps, c'est de l'argent, point d'interrogation. Et puis, il y a la question dont on a parlé tout à l'heure sur la vaccination des personnes âgées. En particulier, la vaccination Covid, on va vraiment beaucoup réfléchir là-dessus. Parce que il y a eu des débats sociétaux qui ont été soulevés, qui m'ont semblé être trop éloignés des valeurs que j'ai l'habitude d'avoir en médecine. Et à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'on n'a pas perdu la question de la dignité humaine? Parce que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai dans la société parce qu'on l'a décidé comme ça. C'était l'argent et le temps dans ces contextes-là. Ça a été construit pour organiser la société, le travail, voilà, l'agriculteur, le forgeron qui devait préparer ses fourches et ses trucs machin. Mais la dignité humaine n'a aucun prix, n'a aucune valeur. Et si l'empathie dans les soins est un élément de la dignité humaine, elle n'a aucune valeur non plus. Et pourtant, dans la société dans laquelle on se trouve, j'ai le sentiment que la valeur économique du temps empiète de façon très inquiétante la notion de dignité humaine. Et quand je réfléchis aux dernières actualités liées à la personne âgée et leur prise en charge dans des établissements médico-sociaux, je me pose la question, mais comment Kant verrait la situation? Est-ce qu'il dirait encore que aujourd'hui la dignité humaine, c'est ne pas donner de prix à un être humain? Je sais pas, j'ai l'impression que quelque part j'ai perdu une notion que je suis en train de rechercher. J'ai l'impression qu'elle se perd, à la fois dans la Covid et à la fois dans l'agisme qui est en train de vraiment exploser suite à tous ces dysfonctionnements qu'on voit les uns derrière les autres liés à la Covid. Voilà, si j'avais une piste de travail pour l'avenir, ce serait peut-être mon regard de gériatre, c'est sûr. Regardez comment a grimpé l'agisme. Et regardez, l'agisme, c'est la ségrégation des personnes âgées, c'est un peu les mettre de côté parce qu'ils sont âgés, tout simplement, les mettre dans des établissements ou parce qu'on souhaite les éloigner de la société. L'agisme a plusieurs formes, a plusieurs modes d'expression. Et lutter contre l'agisme, ça nous permettrait peut-être de, en tout cas, observer comment cet agisme s'est vraiment majoré ces derniers temps, pourrait peut-être permettre de mener une réflexion en profondeur, à la fois sur des notions très fondamentales, que sont et l'empathie et la dignité humaine. Voilà, ce serait peut-être ma conclusion. Pour conclure, on vous remercie en tout cas, c'est vrai que c'était passionnant et il y a une belle interaction et comme j'aime le souligner une fois de plus, tout le monde a fait preuve de beaucoup d'empathie les uns les autres, ce qui était un prérequis, mais ce qui était une belle démonstration en soi.